Salut les gars! Suite à ma précédente vidéo où je vous expliquais comment savoir si un film était rentable, j'ai décidé de faire un retour sur tous les gros films de l'année 2023 que je vous liste ici. Il y en a 20, dont les 10 premiers du box-office international, hormis La Petite Sirène, car je l'ai pas vu, ma résistance à la douleur a ses limites. Je les ai classés dans l'ordre du pire au meilleur en termes de rentabilité, et j'essayerai d'expliquer le succès ou non du film. Allez, on commence tout de suite, et bizarrement, la palme du pire film en termes de rentabilité revient à Killers of the Flower Moon, avec 300 millions de budget et une perte de 220 millions de dollars. Ouais, c'est bizarre, vraiment injuste en plus, belle photo, beau casting et ambiance, mais je trouve que ça se comprend un peu. Perso, j'ai pas trouvé le film ennuyant, mais plutôt trop long, je dirais, par rapport au sujet, car sinon les images sont magnifiques et les acteurs très bons. Ça reste un très bon film de Scorsese, mais pour moi trop long. Scorsese il a du mal en fait depuis le Loup de Wall Street, même si j'avais bien aimé The Irishman, qui pour le coup était vraiment long, mais avait aussi un sujet qui se prêtait à un format très long, car c'est une vie entière de quelqu'un. Et je comprends l'argument de Scorsese lorsqu'il dit qu'aujourd'hui on peut passer 5 heures devant la télé, donc faut pas chouiner pour 3h30. Sauf que là, c'est des conditions différentes. Au cinéma, tu peux pas mettre sur pause et tu peux pas voir le film en plusieurs fois. Puis l'acteur principal n'est pas gentil et les Américains s'en fichent un peu des histoires autour des Amérindiens. Donc je dirais box-office absolument pas mérité, mais compréhensible. Sinon, ce sera Lily Gladstone qui aura l'Oscar de la meilleure actrice. Enfin, franchement, j'en mets ma main à couper, car il y a une tendance d'ouverture depuis plusieurs années aux Oscars. Et en plus, franchement, je trouve qu'elle le mérite, elle est vraiment dans le rôle. Allez, 19ème sur la liste, Napoléon de Ridley Scott, 300 millions de budget, 202 millions de pertes. Là pour le coup, s'il avait duré 5 heures, ça aurait valu le coup. Parce que si on passe outre toutes les erreurs historiques, 2h30 pour un tel personnage, j'ai trouvé que c'était trop peu. C'est bizarre avec ce film, car soit tu as adoré, soit tu as détesté, et il y a peu de gens entre les deux. Perso, j'ai pas trouvé ça transcendant, et je voyais les erreurs dans tous les sens, genre Joséphine aussi jeune, alors que pour une fois, ils auraient pu avoir une bonne raison d'avoir une actrice plus vieille que l'acteur. Mais non, ça fait partie des trucs que j'ai pas trop réussi à rester dans le film parce que je voyais les erreurs partout. Puis ça reste un film froid comme pour son précédent, là, Le Dernier Duel. Lui, je saurais pas dire si c'est mérité, mais bon, il restera pas dans les mémoires, je pense. Maintenant, 18ème, Indiana Jones 5, avec 300 millions de budget, 100 millions de budget marketing et une perte de 198 millions de dollars, selon mes calculs. Et franchement, je trouve ce box-office, mais alors pas du tout mérité. En fait, j'ai passé un super moment, mais un peu sans surprise. Ils ont tellement voulu ne pas égratigner les fans, en fait, que tout le scénario reste très linéaire. Harrison Ford est celui qui tient à bout de bras le film, car franchement, sa coéquipière, mais... elle est détestable au possible. Elle change sans arrêt de personnalité aux besoins du scénario. Et cette fin, sans vous spoiler, franchement, j'aurais voulu qu'il reste sur place. Genre, toute sa vie, il a travaillé là-dessus et ça m'aurait semblé juste et une jolie fin qu'il finisse ses jours là-bas. Ceux qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire. Mais non, de nouveau, elle pense qu'à sa gueule et prend la décision à sa place. Oui, je la déteste, je déteste ce perso. Mais bon, c'est aussi une saga trop vieille, je pense, donc box-office pas mérité, mais compréhensible quoi. De toute manière, c'est l'éternel problème, obtenir l'équilibre entre ce qu'attend le spectateur, mais rajouter des éléments pour le surprendre, mais attention, pas trop, parce que le fan, il a ses habitudes quand même. Allez, 17ème maintenant, The Marvels, 300 millions de budget en tout avec 100 millions de marketing, et une perte de 196 millions de dollars. Oh là là, mais quel bordel ce film! Je résumerai donc les problèmes suivants, extrêmement simplement. Ça démarre avec Captain Marvel qui arrive pas à gérer des soldats de niveau 1 sans ses pouvoirs, alors qu'elle a fait un face-to-face avec Thanos. Ça devient un live-action Disney quand il y a la chanson du milieu. La méchante, ses motivations se résument ainsi, elle est méchante et elle veut faire des choses très très méchantes. Captain Marvel est tellement conne qu'elle libère la méchante à la fin. Les costumes sont tous dégueulasses, hormis ceux de Captain Marvel, en particulier cette robe là, mais sinon, franchement tous les autres, vous étiez vraiment obligé de la mouler comme ça? Ça m'a rappelé le costume du Flash là, ignobilis. Et il y a une impression qu'il y a bien 1 heure de film qu'on n'a pas. Je crois que le monteur, lui aussi, il en avait marre, il voulait que ça passe vite, et moi aussi, franchement j'étais en mode, terminez le film, pitié. Il y a que le truc avec les chats, voilà, bon...
C'était marrant, à ce niveau j'étais vraiment en mode allez hein, s'il vous plaît, qu'on en finisse, on n'est plus à ça près. Et c'est dommage car le trio et le côté Marvel girly, je trouve que ça marche super bien, hein, ça change. Mais honnêtement, c'est le premier Marvel où franchement j'avais envie que ça s'arrête. Et pourtant, je suis très bon public. Hein. Comment expliquer l'échec? Pour moi, ça tient à deux trucs. Le premier, c'est toute la promo où on nous présente que c'est enfin un film où les trois héroïnes principales sont des femmes. Donc il y a un peu ce ras-le-bol généralisé de vouloir toujours vendre des films à partir de ça. Le public n'a pas envie d'y adhérer. Et pour moi, le plus gros problème, c'est que pour ces deux coéquipières, tu te dis direct qu'il faut avoir vu les séries, en particulier Miss Marvel, avant d'avoir vu le film. Donc franchement, c'est un box-office mérité. Hein. Surtout qu'avec des chiffres pareils, je pense qu'il y en a beaucoup d'Américains qui se sont dit qu'ils le verront sur Disney+, 3 mois plus tard, et que ça n'avait pas le coup de se déplacer. On a un peu la même chose pour The Elemental. Allez, 16e maintenant avec le Flash, 300 millions de budget et une perte de 163 millions de dollars. Oh là là, mais honnêtement, j'ai surkiffé ce film. Je crois que c'est le seul film du DCU que j'ai adoré à ce point. Il y a des idées dans tous les sens, le duo Barry fonctionne trop bien, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont certes dégueux, mais sinon c'est un film qui se tient. Là, l'échec s'explique simplement par le fait que Gunn, cet abruti, a annoncé que tout sera rebooté, donc quel intérêt d'aller le voir en salle. Alors que franchement, ça valait le coup. Enfin, je pense parce que je l'ai pas vu en salle, mais voilà. Et puis lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte que Ant-Man a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Les gens ont un peu compris qu'on était sur une histoire sans fin et qu'on n'arriverait jamais à faire mieux qu'avec Endgame et Infinity War. Donc stop les films de super-héros. Hein. Mais sinon honnêtement je vous le conseille. Hein. Franchement c'est un film que je reverrai c'est sûr. Et puis il y a George Clooney à la fin quoi. Il y a George Clooney à la fin. Hein. Voilà. Allez 15e maintenant, Fast and Furious. Oh là là. 340 millions de dollars, 100 millions de marketing, pour une perte de 142 millions. Encore un film Fast and Furious auquel ils auraient dû s'abstenir, mais bon. Alors honnêtement, il y a eu le 8 et je me suis dit, franchement, ils peuvent pas faire pire. Et ensuite il y a eu le 9 et j'étais en mode, ah bah ouais, on peut faire pire. Puis maintenant le 10, alors perso, je le trouve quand même mieux que le 8 et le 9. Mais on reste quand même sur les mêmes tares que ses aînés, c'est-à-dire le énième film de trop, des trucs beaucoup trop abusés. Mais si encore ils se prenaient pas au sérieux, ça irait quoi, mais non, on fait revenir sans arrêt des gens qui sont soi-disant morts, on se tape dessus sans arrêt juste pour allonger le film, et on rajoute un soupçon de blague pour que ça passe. Heureusement que Roman est là. De toute manière, c'était sûr qu'il allait se casser la gueule. Hein. Quand j'avais vu les budgets, j'avais halluciné car ils sont clairement sur une pente descendante. Le 7 est celui qui a fait les meilleurs chiffres du fait de l'hommage au Paul Walker. Il y a un moment, honnêtement, faut arrêter les frais. 14e Donjons et Dragons avec 226 millions de production et une perte de 117 millions. Ah là là, franchement c'est dommage quand même car il est vraiment pas mal ce film. Dans le genre aventure, j'ai bien aimé, il y a plein de bonnes idées, ça rend hommage au jeu et puis il n'y a pas de prétention. J'ai pas senti, tu vois, ce genre de film qui se la raconte ou qui essaye de parler aux passionnés du jeu. Hein. Ça se sent que les gens qui étaient derrière étaient des fans à la base, hein, sans pour autant que ce ne soit pas grand public. Bref, un bon film et un box-office pas du tout mérité. Je pense que l'univers présenté a été vu comme trop complexe et destiné uniquement aux fans, alors que c'était pas du tout le cas. Franchement dommage. 13e Transformers 5, 300 millions de dollars et une perte de 87 millions. Alors, pourquoi cet échec? Déjà, il n'y a plus Michael Bay, et en plus, il y a un ras-le-bol de ce genre de film. Hein. Déjà que le 5, c'était clairement pas la folie, en termes de film et en termes de box-office. Et je pense qu'il y a une anecdote qui résume le niveau du film. Beaucoup de scènes ont été coupées, dont une qui devait introduire un Decepticon du nom de Transit, pouvant se changer en bus. C'est marrant, parce qu'un bus, tu vois, quand il bouge, il est en transit, quoi. C'est drôle, c'est le pharaon, tu vois. Parce que c'est un phare, et le mec il s'appelle On, et il a un phare. Et c'est le pharaon. Tu vois où c'est drôle? Tu le vois? Allez, 12e maintenant, Elemental. Alors j'ai pas dit Emmental, mais Elemental, voilà, traduit en élémentaire en français. Avec 300 millions de budget et 68 millions de pertes. Franchement, pas mal, mais ça manque de magie. Pixar nous a habitués à avoir un pitch de base où on n'avait jamais vu ça avant. Et là, oui, c'est le cas avec cette ville où il y a plein d'éléments, et toutes les fois où chacun, suivant son élément de base, a des sortes de super pouvoirs.
Mais ensuite, tout le reste est assez banal en fait, hein. Tu vois à demi-lieu qu'ils vont finir ensemble, mais en fait j'étais intéressé de savoir ce qu'ils allaient devenir lorsqu'ils se toucheraient. Et un peu déçu par le résultat, j'avoue que je m'attendais à ce qu'ils fusionnent, genre, hein. Ça aurait fait quelque chose de beau, que genre l'amour c'est la fusion ultime de deux êtres. Mais non, hein, il est quand même plus magique que Zootopie, car on reprend énormément de choses de Zootopie, mais il va moins loin je trouve. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le rythme du film, car il est juste ce qu'il faut. Vice Versa et Alerte Rouge, hein, des excellents films, mais ils avaient tendance à être trop rapides, car ils ont un gros scénar qu'ils essayent de faire rentrer dans 1h30, et là c'est un film qui prend beaucoup plus le temps, et ça fait plaisir. Mais là l'échec s'explique simplement par le fait que les familles savent qu'elles ont qu'à attendre quelques mois pour le voir avec leurs enfants sur Disney+. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de voir plus loin. Allez, 11e sur la liste, Ant-Man 3, 300 millions de budget et une perte de 49 millions, donc normalement avec les ventes Blu-ray et tout, il sera pas négatif. Là aussi je vous ai fait ma critique dessus, alors moi j'ai bien aimé en tant que film solo, après c'est vrai que si tu le prends dans la série des films du MCU, il est trop casse-gueule, hein, car on présente le nouveau super méchant qui est censé être la version la plus hardcore dans le multiverse, hein, et on le fait tuer par des fourmis. Ok. Et avec le recul, en fait, c'est le film qui amorce la déchéance du MCU. À voir dans le temps si ça se confirme. 10e sur notre liste, Gran Turismo avec 90 millions de dollars et une perte de 32 millions. Ah là là, mais quelle claque! Bizarrement, je crois que c'est le meilleur film que j'ai vu en 2023. Alors, forcément, je suis le public, hein, j'aime les bagnoles et les jeux vidéo. J'ai beaucoup aimé en termes de visuel, qui reprennent beaucoup les codes du jeu vidéo, mais surtout, c'est enfin un film qui parle de jeux vidéo sans qu'il y ait une morale derrière, en mode la vie en vrai c'est mieux quand même, hein. Et c'est vraiment époustouflant avec, bon, certes une histoire un peu bateau, mais c'est mon gros regret qu'il n'ait pas percé, surtout que j'adore ce réal. Hein. Franchement, j'étais rivé à ma télé, parce que chaque fois t'as des propositions visuelles qui sont excellentes, et là-dessus j'ai adoré. 9e sur notre liste, Mission Impossible 7 avec 390 millions de dollars et une perte de 127 millions de dollars, qui seront au final à moins 27, lui aussi il sera pas négatif du coup. Alors ici c'est un cas un peu particulier puisqu'il y a eu beaucoup d'arrêts de tournage à cause des multiples confinements, donc les assurances ont dû payer 100 millions de dollars, ce qui a un peu sauvé le box-office. Mais c'est vraiment dommage, hein, car j'ai beaucoup aimé perso, j'étais à fond dans le film, mais il y a deux trucs cons. Genre le méchant qui crée Ethan, ou encore la clé USB. Là, ça se voit quand même que c'est une clé toute simple, hein, même s'ils ont voulu rajouter des lumières dessus pour faire genre, mais bon, me prenez pas pour un con, quoi. Hein. Ils ont tous les plans exacts de la clé, donc t'as juste à en refabriquer une. Ça aurait été moins con de mettre une clé USB. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé, il est moins équilibré que Fallout Rogue Nation, mais sinon j'ai vraiment passé un bon moment. Dédicace au vol en Wingsuit qui littéralement dure 2 secondes, hein. Tout cet entraînement pour ça. Concernant la rentabilité, alors oui il y a eu un déficit mais il sera vite comblé par les sorties Blu-ray qui en général pour les gros films rapportent dans les 30 à 50 millions de dollars dans les 3 ans qui suivent. 8e sur notre liste, Hunger Games 5, 150 millions de budget et un gain de 32 millions. Ah, enfin un film qui fait des gains. Je vous ai fait ma critique dessus, j'ai bien aimé, et malheureusement c'est la déception au box-office. Heureusement qu'il n'a pas coûté très cher, ça sauve un peu les meubles, hein. Sinon il aurait été en déficit. On verra si ce sera suffisant pour envisager un autre film. J'espère. Allez maintenant, en 7ème position, Creed 3 avec 110 millions de budget et un gain de 49 millions de dollars. Alors c'est vraiment ironique qu'il y ait eu des bagarres devant un film dont le héros de l'histoire fait tout pour contrôler ses émotions et ne pas se battre pour rien. Franchement, j'ai bien aimé la séquence sur fond vert où le public disparaît. C'est une très bonne idée. Je le trouve plus intéressant que le 2. Mais bon, ça reste le scénario de Rocky 3 quoi. Hein. Il n'y a que le moment où il se prend un gros coup de poing dans le ventre. Et là je me suis dit, ah s'il s'écroule c'est génial, genre il a un gros problème au cœur et tout le numéro 4 ce serait toute la rééducation etc. pour remonter sur le ring. Ça aurait pu être intéressant. Mais non. De toute manière, j'ai tendance à dire que si vous avez vu tous les films Rocky, ben vous avez vu tous les scénarios possibles concernant la boxe. Hormis Fighter, qui est exceptionnel. On verra si dans le 4, il affronte un méchant russe. En 6ème position, les Gardiens de la Galaxie 3, avec 350 millions de budget et un gain de seulement 87 millions de dollars. Heureusement, hein, c'est le seul film de super-héros de l'année à être rentable, donc j'ai vraiment bien aimé.
et c'est triste la fin. Enfin la fin. Vu que c'est la décadence du MCU en ce moment, ils vont sûrement vouloir en faire un 4ème pour sauver les meubles. On verra, mais sinon ouais, il était cool et aurait mérité un meilleur box-office. Mais il sauve l'honneur en étant le seul film de super-héros rentable de l'année. En 5ème position, John Wick 4, avec 135 millions de budget et un gain de 92 millions de dollars. Là, c'est plutôt mérité, car il est plutôt époustouflant en termes de cascade, comme les autres John Wick. Seul problème, je dirais que c'est qu'il est un peu trop long. Il y a un moment, t'en as plein la tête, quoi. C'est bien qu'il finisse là-dessus, car tu le sens que le Keanu Reeves, il en a vraiment marre. Donc ouais, bon film et box-office mérité. 4ème position, Spider-Man Across a Spider-Verse. Vous saviez que c'est grâce aux fans français que le titre du film n'a pas été changé, n'a pas été francisé. Parce qu'en fait, le premier, il a été francisé, du coup c'est vraiment dommage. Et là pour le 2, ils voulaient le franciser, et c'est les fans français qui ont tellement gueulé sur internet que ils ont accepté de laisser la version originale. Donc 150 millions de budget, 246 millions de recettes, et franchement, mais qu'est-ce que c'est mérité! C'est un film avec plein de bonnes idées, qui arrive à se placer au-dessus des films live action. Vraiment, j'ai surkiffé, et j'attends avec impatience le 3. Par contre, ce que je trouve très dommage, c'est le rythme infernal à la limite de l'épileptique. Il y a plein de moments où je fermais les yeux pour les reposer, car c'est visuellement un film très très fatigant. C'est dommage car c'est vraiment un film que j'ai envie de revoir tellement il y a plein de détails à chaque seconde, mais il est tellement fatigant que je le reverrai pas en entier, juste par morceaux. Le 1 pour le coup était plus équilibré sur ce point je trouve. 3ème position, Oppenheimer avec 150 millions de budget et un bénéfice de 308 millions de dollars. Là aussi je vous ai fait ma critique dessus, un bon film qui aurait mérité une approche différente et une bonne demi-heure en moins. Néanmoins, j'espère vraiment que Cillian Murphy aura son Oscar, c'est mérité pour ce film, il incarne vraiment le personnage et ça récompenserait une belle carrière. Conclusion, un bon box-office, tout de même mérité, mais s'il a l'Oscar du meilleur film alors qu'Interstellar n'a rien eu, je pense à abuser. Je pense que son succès tient surtout du fait qu'il a profité de la promotion de Barbie, et inversement, les deux films en fait se sont aidés à s'élever l'un l'autre. En 2ème position, Barbie avec 295 millions de production pour un bénéfice de 463 millions. Heureusement que Barbie n'est pas le film le plus rentable de l'année, et ça car exceptionnellement son budget marketing a été plus élevé que son budget de production. J'ai pas envie de vous en parler plus, j'ai déjà suffisamment parlé de ce film dans une précédente vidéo, mais au moins on sauve l'honneur. J'aurais quand même préféré avoir Oppenheimer à cette place, mais bon, passons au film le plus rentable de l'année 2023. Et c'est Super Mario Bros, et oui, avec 180 millions de budget et un bénéfice de 523 millions. Là, il est numéro 1 justement parce qu'il a un budget de production qui était bien moins élevé que les autres. Et franchement, j'ai bien aimé, l'histoire est simple, le rythme est cool, et ça représente bien le jeu, sans pour autant être totalement pour les enfants. Il y a un truc que je me suis dit quand même à un moment, c'est genre si la princesse elle est aussi forte, pourquoi c'est pas elle qui part au combat quoi? Mais sinon ouais, franchement bien cool, j'ai passé un bon moment. C'est la grosse surprise concernant la rentabilité, et je pense que ça se comprend dans le sens que les jeux Super Mario sont à destination des enfants, et souvent ça se joue à deux avec les parents. Et donc ça crée un espèce de lien avec l'adulte qui lui aussi a eu les jeux Super Mario dans son enfance, et donc autant prolonger ce lien en salle. On retrouve un peu ce même genre de lien avec les films Star Wars, avec le parent qui a découvert Star Wars dans son enfance et qui veut faire découvrir cet univers à ses enfants. Maintenant, finissons par ce que j'attends en 2024. Madame Web, c'est le prochain gros flop de l'année à mon avis, mais j'aime bien les films avec un scénar où ça reboot. On aura un peu la même chose avec un autre film que j'attends, Mickey 17 avec Robert Pattinson. Cet acteur plus de SF, moi ça me tente bien. Il y a aussi Back to Black, le biopic d'Amy Winehouse. Lui aussi je le verrai, j'aime bien les biopics. Sinon t'as Civil War, qui s'annonce prometteur. Perso, j'ai quelques doutes car il n'est pas suffisamment connu comme réal, donc les studios ont dû faire pas mal de changements pour rendre ça plus grand public. L'inspiration de World War Z est claire, mais j'ai le sentiment que ce sera un film en fait un peu trop gentillet pour pas trop froisser les Américains. T'as aussi The Fall Guy qui a l'air bien marrant, et à voir car ce réal a une filmo un peu en dents de scie. Ce sera soit très moyen, soit super bien. T'as Vice Versa 2 aussi, sûrement le seul film Disney de l'année qui va cartonner. Le 1, perso j'avais adoré comme tout le monde. T'as Twister qui sera peut-être la suite du premier Twister que j'avais beaucoup aimé.
D'ailleurs que j'ai là, que je vous conseille, la version Blu-ray qui est très belle. C'est un film avec un rythme bien cadencé et ça sent bon les années 90. T'as aussi Trap, le prochain Shyamalan. On n'a pas du tout d'infos dessus, mais juste l'affiche plus le réal, moi ça me hype. Largo Winch 3 aussi, alors ça c'est le prochain four du box-office français. Les deux premiers c'était pas des œuvres d'art, mais ils étaient intéressants au niveau technique car ils ont voulu essayer plein de choses comme mettre des 5D partout pour filmer et avoir des angles différents. S'ils sont sur la même mouvance, ça peut être intéressant, mais à mon avis, ce sera un gros flop. Joker 2, alors je me demande s'ils vont confirmer ou non la théorie qui dit que tout ce qui se passe dans le 1 n'est qu'un fantasme du Joker qu'il raconte dans cet hôpital psy. Là-dessus, je suis curieux. T'as Gladiator 2, ça c'est le film de l'année qui a le plus le potentiel de se casser la gueule. Et honnêtement, je préfère ne rien en attendre. Ensuite, tu as La Planète des Singes, j'ai adoré la trilogie originale. Chaque film était du beau cinéma bien assumé car c'est toujours très dur de vendre un film avec beaucoup de sous-titres. C'est réalisé par Wes Ball qui a une vraie patte artistique avec sa trilogie du labyrinthe. Franchement, je pense qu'il va faire un super boulot. Et j'ai pas le souvenir d'un film La Planète des Singes qui m'ait vraiment déplu. Même les anciens, même les vieux. Donc perso, j'ai hâte. Deadpool 3, évidemment, surtout qu'il y aura sûrement une sorte d'hommage à toute la saga X-Men, donc on aura peut-être un point final. D'ailleurs, je prépare depuis début janvier une rétrospective des films X-Men qui sera sûrement en plusieurs parties. Pour l'instant, j'ai revu quasiment tous les films et j'ai pris des notes. Ça concernera donc tous les films X-Men, anciens et nouveaux, les spin-offs Wolverine et les Deadpool. Concrètement, sur l'année, il y a deux choses que j'attends. Deadpool et la série Walking Dead sur Rick et Michonne. Je veux voir cette série absolument, vraiment, mais je l'attends tellement. Dites-moi ce que vous attendez pour l'année 2024, et moi je vous dis à plus. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre.